Donc, Damien Fauvet, il est fondateur et président de la société Turbotech, que j'ai confondu à un moment d'ailleurs. J'ai indiqué que c'était Turbotech Safran, mais c'est Turbotech. Voilà, tout seul. Donc, Damien a intégré la société Labinal en 2000 pour travailler sur la maintenance des vérins de commande de vol des Nord 262. Il a ensuite intégré Hispano-Suiza, donc Safran en 2001. C'est pour ça que j'avais fait le lien avec Safran, pour travailler sur les transmissions de puissance des moteurs CFM 56, les fameux moteurs qu'on connaît tous. Et Damien a une particularité, c'est que il est très, très branché euh, réacteur, et il a réalisé plusieurs prototypes de turboréacteurs pour des modèles réduits depuis l'âge de 17 ans. Donc vraiment, il est passionné par ça. Il a débuté en 2006 l'étude et la fabrication d'un turbopropulseur à cycle régénératif. Ce prototype fonctionne depuis 2009, et Turbotech a été créé en 2018 pour produire des turbopropulseurs et des turbogénérateurs pour l'aviation légère. Voilà, donc je vais laisser la parole à Damien en le remerciant encore une fois de prendre un petit peu de son temps pour nous exposer ce qu'ils font chez Oui, Turbotech. Voilà, on te laisse la parole, Damien. Merci à toi. oui, pas de souci, je t'en prie Patrick. Donc bonsoir à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter le projet de société, qui n'est plus un projet d'ailleurs, la société Turbotech, ses activités et puis les produits. On va parler un peu du business model, c'est-à-dire la façon dont on produit nos moteurs, et puis des projets de développement futurs. Donc bon, je m'appuie sur une présentation d'ailleurs qui est la présentation qu'on utilise pour nos clients. Donc, si vous pouvez juste me confirmer, voilà, que ça passe bien à la planche structure, ça permettra d'introduire je cache juste, voilà, je cache juste le petit onglet, voilà, ok. Donc voilà, la structure de Turbotech, quelle est-elle? Ben, effectivement, on est deux cofondateurs. Alors moi, comme le disait Patrick, je suis passionné d'aviation depuis mon plus jeune âge. Ça a commencé à 5 ans, quand mon père m'a ramené une maquette d'avion, un petit modèle réduit à propulsion élastique. Alors depuis, j'ai évolué, hein, j'ai pas voulu faire une turbine à élastique. Mais donc cette passion d'aviation m'a jamais quitté. J'ai passé mon brevet de pilote à 17 ans. J'ai acheté mon premier avion à 20 ans que j'ai retapé, que j'ai toujours d'ailleurs, un émeraude. Et depuis, je me suis mis aussi à l'hélicoptère. Voilà. Donc, je suis un vrai mordu d'aviation et aussi, comme disait Patrick, un passionné de technique. Quand je faisais du modélisme à l'adolescence, j'ai effectivement développé plusieurs prototypes de turboréacteurs simple flux qui ont marché avec plus ou moins de succès. Au début, avec peu de succès, et à la fin, j'avais réussi à faire un turboréacteur assez gros, d'une 80 kilos de poussée à peu près. Donc voilà, l'équivalent de 200 chevaux. En parallèle, ben, je travaillais chez Safran. Donc je suis rentré chez Safran à l'âge de 19 ans, 20 ans, pardon. Et donc du coup, en parallèle de mon travail chez Safran, ben, et comme j'avais mon avion que j'entretenais, qui avait un vieux moteur à piston, donc je travaillais dans les turbines chez Safran. Je volais le week-end sur un avion avec un vieux moteur à piston. Donc l'idée était d'amener dans le monde de l'aviation légère la technologie des turbines. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire à côté de mon travail chez Safran, le soir et le week-end, avec mes propres deniers, et jusqu'au moment où on a produit un prototype. Donc c'était, on va le voir après, un prototype de turbine à cycle régénératif, parce qu'il fallait solutionner le problème de la consommation de carburant. Et donc une fois que ce prototype a bien marché, ben, je suis allé voir le groupe Safran, mon employeur, pour lui demander s'il n'y avait pas des choses possibles à faire ensemble. Et là, à l'époque, l'intrapreneuriat n'existait pas, et à la limite, tant mieux, puisque au lieu de ça, ils m'ont dit, eh ben, l'intrapreneuriat n'existant pas chez Safran, c'est-à-dire le fait d'être détaché sur un projet personnel, mais tout en restant salarié de Safran. Donc voilà, ce dispositif existe maintenant, mais ça n'existait pas à l'époque. Et donc, du coup, ils m'ont dit, mais par contre, on a une entité qui permet d'investir dans des sociétés. Donc, si tu crées ta société, que tu trouves des fonds d'investissement, ce qu'on a fait avec Go Capital, qui est un investisseur privé qui a co-investi, eh bien, on investira chez toi. Eh bien, du coup, on a réussi à trouver cet investisseur, et en 2018,
on avait fait une levée de fonds de 3,2 millions d'euros qui a permis d'initier le développement de nos moteurs qu'on va vous présenter. Et donc, en plus de cette levée de fonds de 3,2 millions d'euros, on a eu des subventions de la région Île-de-France et du CORAC, de la DGAC. Donc, la région Île-de-France a dû mettre à peu près 2 millions, à un petit peu moins pour la DGOC CORAC sur la première tranche de financement. Et d'ailleurs, à savoir qu'on était la seule PME, et on est toujours d'ailleurs la seule PME à être financée par le CORAC, qui est normalement l'entité qui finance l'industrie aéronautique française, donc plutôt les Airbus, les Safran et autres grosses compagnies. Donc voilà, donc nous, on a eu ce financement, donc en tout avec à peu près 6 millions d'euros. Ah ben, on est parti d'une feuille blanche et on a développé les moteurs qu'on va vous présenter. Et donc vous le voyez, donc là à gauche, on a Jean-Michel et moi-même, les deux petits bonhommes, les deux associés qui avons lancé la société. On s'était rencontrés chez Safran, à la machine à café. On travaillait aussi ensemble sur les moteurs CFM56. Jean-Michel était mon client interne. Et du coup, ensemble, on a fondé Turbotech et on s'est très vite associé, donc avant même que Jean-Michel arrive, d'ailleurs, dans le projet. Moi, je m'étais associé avec la société Le Guellec, qui est une société basée maintenant à Douarnenez, pardon, enfin à Quimper, non, pardon, à Quimper maintenant, ils ont déménagé de Douarnenez, et qui produit des microtubes et des éléments de conditionnement d'air pour les Airbus et Boeing, hein, pour tout ce qui est conditionnement et pressurisation de cabines d'avions de ligne. Et donc, ils ont une spécificité, c'est qu'ils savent produire du microtube dans des alliages aux bases nickel de façon industrielle et peu onéreuse. Et donc, ben, quand je suis allé les voir et que j'ai voulu leur acheter des milliers de tubes, ils ont demandé pourquoi. J'aurais expliqué que je voulais faire un échangeur pour une turbine et au lieu de devenir fournisseur, le patron de Le Guellec a souhaité qu'on s'associe. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, en 2009, Le Guellec est rentré dans l'aventure et en 2018, on a réalisé cette levée de fonds et ce subventionnement par la région Île-de-France et la DGAC. Donc voilà, ça c'est le Turbotech canal historique et un peu l'histoire qui se cachait derrière. Alors, mon écran est figé. Voilà, oui, c'est bon. On est bien passé au diapo suivant, non? Ça marche de votre côté? Oui, oui, ça marche, Ouais, parfait. super, merci. Donc voilà, alors vous allez voir, la présentation est en anglais, mais je vais faire la traduction en direct. Donc, quelle est notre ambition côté Turbotech? Ben, c'est plutôt, alors notre ambition, avant de passer à l'ambition, quel est notre champ d'activité? Ben, comme je vous l'ai dit, on fait des moteurs aéronautiques, des turbines, on va le voir après, une technologie bien particulière, mais on va pas faire des turbines pour Airbus ou Boeing. On n'est pas si prétentieux que ça. Nous, notre domaine d'activité va être l'aviation générale. Donc l'aviation générale se définit au sens réglementaire du terme par le CS23, je dirais. Donc tout ce qui pèse moins de 5 tonnes 7 et moins de 19 places, eh bien notre ambition, ça va être de motoriser ces aéronefs, des avions, des hélicoptères, des drones conventionnels, c'est la ligne du haut, mais aussi hybrides électriques, parce qu'il y a beaucoup de développement d'aéronefs hybrides électriques aujourd'hui, et en raison de la faible densité énergétique des batteries, eh bien, il faut bien aider ces aéronefs à voler plus de 10 minutes. Donc, c'est la raison pour laquelle on a développé une motorisation spécifique à ce type d'aéronef. Donc, non, voilà, notre champ d'activité va être l'aviation de général, donc des motorisations de 100 à au grand maximum un jour, peut-être dans 10 ans, 1000, 1200 chevaux, ou 80 à 1 mégawatt pour le turbogénérateur qui permet de faire des aéronefs hybrides. Alors, notre ambition ensuite, puisque ça c'est notre champ d'activité, notre ambition c'est de devenir à 6 ans le leader mondial de la propulsion des aéronefs en aviation légère, conventionnelle et hybride électrique, avec des moteurs certifiés ou non certifiés. Donc c'est une ambition forte hein, pour une petite société française, à savoir que nous actuellement on est une société de 23 personnes, mais on réalise déjà 3 millions de chiffres d'affaires, donc on est quasi autonome financièrement, on a un très beau succès commercial, on vend bien nos moteurs. Donc c'est assez peu commun, après 6 ans de développement, en partant d'une feuille blanche sur des technologies aussi, je dirais, poussées que des turbopropulseurs, turbogénérateurs, qui plus est à cycle régénératif, d'arriver à dégager un chiffre d'affaires qui nous emmène quasi à l'autonomie financière. Donc le Graal étant l'EBITDA positif. On en reparlera après. Donc voilà, notre ambition, c'est de produire, là on a développé des motorisations de 100 à 140, 150 chevaux. Là, on va lancer des moteurs de 200, 250 chevaux, puis des 300, 400 chevaux assez rapidement.
Donc voilà pour ce qui est de nos ambitions. Et à 10 ans, effectivement, on se projette sur une propulsion plutôt de l'ordre de 1000 chevaux. Alors, pourquoi on fait des turbines et pourquoi d'ailleurs vous ne trouvez pas de turbines dans le domaine de l'aviation légère, l'aviation générale, et quelle est la problématique? Eh bien, on l'a posé un peu sur cette planche historique. En gros, les avions légers n'ont pas eu la belle révolution de la turbine que les avions de ligne ont eu dans les années 50. Donc, en 1950, pour traverser l'Atlantique, il fallait dans la majorité des cas prendre un Lockheed Constellation, donc une magnifique machine très élégante, équipée pour les derniers, de moteurs Pratt& Whitney de 4430 cubic inch, avec trois turbines de récupération de puissance sur le vilebrequin, ce qu'on appelle les turbo compound. Donc, c'était des cathédrales de technique avec plein de cylindres en étoile et qui avait à peu près 500 heures de durée de vie entre révisions, qui tombait à peu près au moins un moteur toujours en panne au-dessus de l'Atlantique. Donc on parlait du Constellation quadrimoteur comme l'un des meilleurs trimoteurs de l'Atlantique. Et c'était un luxe à l'époque de traverser l'Atlantique sur ce genre de machine. Et est arrivé le turboréacteur avec le Boeing 707, en gros. Il y en a eu quelques-uns avant, les comètes, mais qui n'ont pas eu beaucoup de succès à cause de problèmes technique, mais en gros, le Boeing 707 hein, est arrivé dans les années, fin des années 50 pour révolutionner le transport aérien avec ses moteurs simple flux à l'époque, mais qui ont multiplié par deux la vitesse de croisière de l'avion, et puis la fiabilité a été multipliée par 20, la durée de vie portée à 5000 heures. Bon, bref, ça a été la révolution. Et maintenant, de nos jours, un Boeing 777 équipé d'un moteur J90 va pouvoir faire 100 000 heures de durée de vie et puis durer 30 000 heures entre révisions. Donc, en gros, le turboréacteur, en grande partie, c'est lui qui a permis d'amener l'aviation commerciale à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire très efficace, très fiable et peu cher en termes de prix de vente des billets. Alors ça, ben voilà, donc dans les années 50, les avions de ligne sont passés du moteur à piston au turboréacteur. Et pour ce qui est des avions légers, depuis 1950, on est passé du moteur 4 cylindres à plat au moteur 4 cylindres à plat. Donc il n'y a jamais vraiment eu d'innovation technologique majeure. On n'est jamais passé à la turbine dans le monde de l'aviation légère. Donc l'aviation légère, elle est restée à des gros moteurs de grosses cylindrées qui utilisent une essence fortement plombée très cher, l'Avgas 100 LL, et il n'y a jamais eu de rupture technologique. Il y a eu un peu de downsizing, on est passé des gros Lycoming de 6 litres de cylindrée pour 180 chevaux à des moteurs Rotax qui font plutôt 1 litre 6 avec des turbos, mais un peu moins fiables, certes, plus légers, qui peuvent utiliser de l'essence automobile, mais voilà, on n'a pas eu tous les gains que le turboréacteur a permis d'amener dans le monde de l'aviation commerciale. Alors, pourquoi on ne voit pas de turbine dans le monde de l'aviation légère? Eh bien, c'est à cause d'un truc bizarre qui s'appelle les lois de la science et qu'on normalement on peut pas trop violer, à part les commerciaux, parfois. Donc, les lois de la science font que pour avoir un bon rendement, parce qu'en fait c'est vraiment ça, hein, une petite turbine de 100 chevaux, ça sera toujours très léger, très compact, ça sera très fiable avec une durée de vie très élevée, mais ça consommera beaucoup de carburant. Beaucoup plus qu'un moteur à essence de même puissance dans la gamme des 140 chevaux, si on prend cet exemple, 2 à 3 fois plus. Alors pourquoi? Tout simplement parce que une turbine en aéronautique, ça utilise le cycle simple de Brayton. C'est le petit diagramme qu'on voit à gauche. Donc on comprime l'air, en gros, on l'envoie dans une chambre de combustion, on brûle du carburant dans cette chambre de combustion, et le travail va être converti en puissance sur arbre pour entraîner le compresseur et la charge qui peut être une hélice, une soufflante, un rotor d'hélicoptère. Donc voilà. Et ensuite, les gaz chauds sont rejetés dans la nature. Ça, c'est le cycle simple de Brayton. C'est ce que le plus petit des APU jusqu'au J90 utilise comme cycle pour fonctionner. C'est le même pour tout le monde, de la plus petite turbine à la plus grosse turbine en aéronautique. Sauf que pour avoir un bon rendement, c'est-à-dire une faible consommation de carburant, un moteur comme un J90 va devoir générer un taux de compression avec son compresseur de 40 et pas loin de 1400 degrés Celsius en entrée de turbine.
Pour ce faire, les aubes de la turbine sont refroidies. Sur un moteur de 100 000 chevaux, puisqu'une soufflante d'un J90 va à peu près absorber 100 000 chevaux, le dernier étage du compresseur va faire quelques centimètres de haut, là, en hauteur d'aube, sur un disque de 1,20 m. Et l'aube HP haute pression du premier étage de turbine va être pas beaucoup plus haute, même moins haute que ma main, sur un disque pareil qui fait à peu près 1,20 m, 1,30 m de diamètre, et va être extrêmement cher car refroidi par de l'air à l'intérieur avec des revêtements en céramique, donc des zircones ou des carbures des alumines, pour pouvoir supporter une température de gaz qui est au-delà de la température de fusion ou de fluage du métal. Donc, toutes ces technologies-là, les compresseurs multi-étages, elles sont absolument Oh, impossibles à mettre à l'échelle si vous voulez oui, passer de 100 et 000 toi? à Oui, 100 je chevaux. t'entends. Et toi, ça va? Ah, Alors, allô? Oui, on vous entend? il n'y a pas eu d'orage? Ah, je ne sais pas si... Voilà. Oui, oui, là, je ne sais pas qui parle, là, mais il faudrait que vous coupiez tous vos micros, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc effectivement, on n'a pas eu d'orage de notre côté, mais du coup, on entend les conversations pendant la Oui, présentation. tout à fait. Donc, j'ai coupé le son à la personne qui parlait, Ça là. marche. Merci. Je pensais que c'était une question. Donc voilà, on en était où? Oui, on en était au fait que ces technologies de ces gros moteurs de 100 000 chevaux sont impossibles à mettre à l'échelle puisqu'on se retrouverait avec des aubes de compresseurs aux turbines de quelques centièmes de millimètres de haut, donc ça peut tout simplement pas marcher. Voilà. Donc, moralité, une petite turbine est condamnée à utiliser un cycle peu poussé. Pour un moteur de 100 chevaux, en général, on va être non pas à 40 bars, mais à 4 bar, donc un taux de compression de 4 pour 1, et puis des températures en entrée de turbine inférieures à la température de fluage du matériau, donc en général 950, 1000, 1050 degrés peut-être pour les applications les plus poussées, non refroidies. Et donc tout ça, ça fait que euh, une petite turbine, comme je vous le disais, va être très légère, très fiable, très longue durée de vie, mais elle va consommer 2 à 3 fois plus qu'un moteur à piston de même puissance. Alors, c'est le petit takeaway qu'il y a en bas. Sommes-nous condamnés à cause de cela à ne jamais voir de turbine dans le monde de l'aviation légère? Eh bien, non. On a commencé, et là, on n'a rien inventé Turbotech, hein. Donc, comme je vous disais, dans mon fond de garage à Saint-Cyr, l'école où j'ai mes avions, j'ai commencé à développer une turbine qui utilise le cycle régénératif. Alors, c'est le cycle de Brayton, toujours, mais c'est le cycle de Brayton régénératif. Donc là, on va toujours comprimer notre air dans un compresseur, sauf que au lieu de l'envoyer directement dans la chambre de combustion, cet air comprimé, on l'envoie dans un échangeur thermique, donc dans notre cas des milliers de microtubes en Inconel, qui baignent dans la chaleur des gaz d'échappement. Et par convection, c'est les gaz d'échappement à 700 degrés ici vont céder leurs calories à l'air qui sort du compresseur à 200 degrés. Et au lieu d'entrer dans la chambre de combustion à 200 degrés, qui est la température de sortie du compresseur, on va rentrer à 550 degrés. Eh bien, comme on veut être à 950 degrés en entrée de turbine, au lieu d'avoir 200, 950 à faire par le carburant, on n'a plus que 550, 950 degrés à faire en delta T. C'est pas magique, c'est de la physique. On économise quasiment plus de 2 fois la consommation du carburant. Donc ça, on l'a pas inventé. Ça existe depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est utilisé sur le char d'assaut M1 Abrams américain. C'est une turbine à régénérative. Les centrales électriques utilisent ce cycle-là, hein, des turbines à gaz avec régénération, des gros bateaux aussi. Donc nous, on a tout simplement miniaturisé, rendu compact, léger et d'un coût de production abordable un échangeur qu'on a breveté, enroulé autour de la chambre de combustion à l'arrière de la turbine, pour à la fin avoir une petite turbine à cycle régénératif intégrable dans le capot moteur d'un avion léger. Donc voilà, et ça, c'est un peu le Graal, ça permet de faire une petite turbine qui conserve tous les avantages des grosses turbines, plus compacte, plus légère, donc effectivement on a quand même un impact de masse et de coût et d'encombrement, mais qui reste acceptable. Donc on a une petite turbine compacte, légère, très fiable, mais qui consomme exactement la même chose que les meilleurs moteurs à essence, qu'un Rotax 915 turbo injection essence du marché. Donc voilà, la quadrature du cercle avait été un peu résolue. Et donc sur la base de cette idée, on produit deux motorisations.
à gauche un turbopropulseur. Donc on a développé depuis une feuille blanche une petite turbine d'une architecture single spool. Donc c'est une turbine liée. Cantilever, donc les roulements sont devant en zone froide. Donc le compresseur et la turbine sont montés dos à dos, hein, comme on le voyait un peu sur le diagramme, on voit pas très bien ici, hein. On a le compresseur et la turbine montés dos à dos avec une chambre annulaire à réversion. Et donc, on a cette turbine qu'on a entièrement développée en interne, très simple, très robuste, mais quand même très poussée, hein. Tout a été calculé en CFD, en aéro 3D inverse. On a l'échangeur qu'on a breveté qui est à l'arrière de la turbine ici. Et puis, cette turbine qui tourne à 80 000 tours minute, elle attaque une boîte d'engrenage qui va réduire la vitesse et pour l'amener à 2270 tours minute, qui est le régime de rotation de l'hélice à pas variable électrique qu'on utilise. Donc on a aussi une version hélico à vitesse constante, régulée, avec un gouverneur. Et donc cette petite turbine va pouvoir, de 140 chevaux, va très avantageusement pouvoir aller remotoriser n'importe quelle application qui a un moteur à piston. Donc typiquement les moteurs Rotax. Donc là on est monté sur des avions légers, hélicoptères légers et drones. Et donc à droite, sur la base de la même turbine et du même échangeur, on a développé un générateur électrique à très haute vitesse. Donc c'est un mono-arbre, hein. Il n'y a pas de boîte de réduction. Le générateur électrique qui est directement mergé et placé sur l'arbre de la turbine et du compresseur, donc il tourne à 80 000 tours minute. Et ça, ce générateur électrique, il convertit toute la puissance de la turbine en électricité. C'est donc une centrale électrique volante qui va permettre d'aller faire de l'hybride série et donc d'aller recharger en vol des packs de batteries tampons qui assureront le pic de puissance ou les appels de puissance en pointe pour des aéronefs type avion ou eVTOL, donc tout ce que vous voulez, des taxis volants. Alors, on pourra parler du marché des taxis volants après. Mais nous, on a vendu 25 turbogénérateurs à tout un tas de sociétés qui font des avions, des eVTOL et même des dirigeables. Donc, partout où il y a de la propulsion ou de la sustentation électrique et des batteries, et pourquoi on fait ça d'ailleurs? Parce que les batteries n'emmènent pas assez d'énergie, hein. En gros, la densité énergétique des packs de batterie, c'est 200 watts au kilo. Bon, bah, ça permet de faire voler des motoplaneurs comme la Pipistrelle un peu moins d'une heure. Par contre, si vous voulez faire voler un DR400 d'Aero Club avec 100 kilowatts, bah, 100 kilowatts, c'est ce que vous avez dans la Tesla P100D. Elle s'appelle 100 parce qu'il y a 100 kilowattheures, pardon, 100 kilowattheures d'énergie embarquée dans cette batterie. Bon, bah, il y en a pour plus de 800 kilos de batterie. Ben, comment loger 800 kilos de batterie dans un avion qui fait une tonne? Ben, vous transformez un quadriplace en monoplace et vous le ferez voler 1 heure à 120 nœuds. Donc c'est voilà, aucun succès possible. Donc les batteries sont hautement insuffisantes et c'est absolument pas ça qui pourra vous faire voler même un avion d'aéroclub demain, dans 10 ans, dans 20 ans. On dit que c'est dans 50 ans qu'on aura les batteries pour faire voler des avions de 2-3 tonnes pendant plus d'1 heure au full électrique parce que la loi de Breguet vous montrera que la masse ira exponentielle avec le besoin énergétique. Donc, l'hybride va plutôt être la solution pour tous ces aéronefs à propulsion électrique. Alors attention, c'est pas la solution à tout, hein. Nous, nos clients, il y en a qui disent je veux faire un avion hybride, je veux faire un drone hybride. Ben, on leur dit non, non, on a étudié ton profil de mission, achète plutôt un turbopropulseur. Le turbogénérateur ne sera intéressant que si il y a vraiment une obligation de passer par des moteurs électriques. Donc typiquement un multirotor avec plein de moteurs électriques. Bon, ben, on peut pas faire plein de petits moteurs et les synchroniser pour faire les variations d'attitude, ou un drone stratégique qui va avoir besoin de 300 kilowatts au décollage pour aller dans la stratosphère et ensuite qui volera 5 jours avec 40 kilowatts. Là, l'hybride trouve son sens. Un avion normal ou un hélicoptère normal, et ça sera bien plus intéressant d'un point de vue énergétique, donc décarbonation et tout ce que vous voulez, d'aller lui mettre un turbopropulseur. Parce que quand vous transformez de la puissance chimique en mécanique, puis en électrique, puis de nouveau en mécanique, avec tous les inverteurs et les rectifiers, bah, vous avez 15% à 10% de perte en ligne. Donc, il faut pouvoir la compenser, cette perte. Voilà. Donc, le turbogénérateur est là pour faire de l'aviation hybride, vous l'avez compris. Alors, si on s'attarde un peu sur le turbopropulseur, donc il a trois modules principaux, une turbine, donc comme on l'a dit, c'est une turbine très simple, un étage de compresseur centrifuge, un étage de turbine centripète, donc radiale, une chambre de combustion annulaire à réversion. C'est une architecture cantilever, donc les roulements sont en partie froide à l'avant, comme certains APU américains, et il y a des injecteurs tangentiels qui injectent le carburant dans la chambre de combustion. À l'arrière, on va retrouver notre échangeur thermique
qui récupère la chaleur des gaz d'échappement à 700 degrés pour préchauffer l'air qui sort du compresseur. Et les gaz d'échappement vont d'ailleurs ressortir non pas à 700 degrés sur notre turbine, mais à 300 degrés uniquement, puisqu'ils auront réchauffé l'air qui sort du compresseur. Et à l'avant, on a le module gearbox. Alors, il y a une petite part d'hybride parallèle, pas série, hein, sur notre turbopropulseur, puisqu'on a un starter générateur sur la boîte d'engrenage, mais qui peut aussi jouer le rôle de booster de puissance électrique au décollage et amener 10 à 15 kilowatts de puissance supplémentaire. Alors, c'est un moteur qui est très moderne. Il est entièrement géré par un FADEC. C'est un moteur monomanette. Donc, c'est un moteur single spool, hein, c'est une turbine liée. Comme on est en cycle régénératif, et c'est assez atypique, c'est une turbine liée à vitesse variable. Donc, pour gagner une température de combustion élevée, ce qui est bénéfique en termes de lissage de courbe de SFC, on a choisi de faire varier entre en gros 65% et 100% de N le régime de notre turbine. Et on a une hélice à pas variable électrique qu'on contrôle avec notre FADEC, avec une loi de régulation assez complexe, mais qui pour l'utilisateur est très très simple. Donc en fait, on n'a qu'une manette de poussée sur notre moteur. C'est un moteur qui va présenter une TBO, donc un temps entre révision de 3000 heures. Il a comme on disait, une consommation de carburant très basse, hein, à 10 000 pieds, 75% de puissance. Le VL3 turbine vole à 180 nœuds et consomme à peu près 20 litres à l'heure, 22 litres heure. Donc c'est extrêmement intéressant sur le plan énergétique. On a un moteur qui est très léger, qui est 20 à 30 kg plus léger que les meilleurs moteurs Rotax et 50 kg plus léger qu'un moteur Lycoming. Donc voilà, le moteur pèse 85 kg complet. Et il est polycarburant. On peut brûler à peu près n'importe quel carburant, donc du jet 1, du diesel, de l'avgaz, du biocarburant. Et Turbotech a même été le leader d'un consortium qui s'appelait Biotifuel, qui consistait à convertir nos moteurs à l'hydrogène cryogénique, mais nous, on brûlait de l'hydrogène gazeux qui était conditionné. Donc voilà en gros une vue de notre moteur, donc 141 chevaux, 85 kg, à 8000 pieds, la consommation va varier entre la croisière Eco et la croisière Maxi entre 20 et 32 litres heure. Et c'est un moteur qui à ce stade est non certifié. Et on est en train d'entamer une certification avec nos amis de l'EASA. Donc on peut le voir, le moteur fait 1 mètre de long pour à peu près 40 centimètres de diamètre. Donc voilà pour la présentation du turbopropulseur. Donc les avantages concurrentiels, on n'a pas parlé, mais qui permettra de résoudre beaucoup de problématiques sur les aérodromes. C'est bon, plus léger, des coûts de production en baisse pour les aéroclubs. C'est une turbine, c'est assez sexy pour les utilisateurs. 3 millions de TBO, moteur moderne, mais c'est aussi un moteur qui est très très silencieux. Donc ça va permettre de résoudre les problèmes de nuisance sonore. Quand on entend notre moteur voler, hein, s'il y en a qui viennent au Bourget, il y aura des démonstrations en vol tous les jours avec les moteurs Turbotech. Mais on peut aussi le voir voler à Blois et dans d'autres entités. C'est comparable à un moteur électrique. Donc vraiment, c'est le moteur qui va réconcilier tout le monde. Les trésoriers des clubs, les utilisateurs, parce que c'est un moteur très facile, très simple et très intéressant à opérer. Et puis les riverains, parce qu'on pourra faire beaucoup moins de bruit et puis opérer avec des biocarburants, donc décarboner l'aviation. Le turbogénérateur, donc ensuite même combat, le turbogénérateur, c'est la même turbine, le même échangeur, mais sauf qu'à l'avant, on a cette génératrice électrique qu'on a développée en interne, qui tourne donc à 80 000 tours minute, donc sur ce mono-arbre, hein, d'ailleurs, c'est la génératrice qui porte les roulements de la turbine. Cette génératrice électrique, c'est une génératrice synchrone à aimant permanent. Donc il y a une paire de pôles. Donc c'est un véritable cauchemar à développer puisque on doit faire un rotor avec des aimants qui tient à 80 000 tours minute, donc avec des efforts centrifuges colossaux, et puis aller refroidir l'intérieur avec un film cooling d'air. C'est pour ça qu'on a un petit rouet centrifuge qui va venir extraire l'air de ce générateur électrique. Donc tout ça c'est breveté. Et puis le stator du générateur, il est liquid cooling, donc il est refroidi par air. Donc, quelques caractéristiques du turbogénérateur, comme on le disait, on peut brûler n'importe quel carburant, y compris de l'hydrogène. Donc, ça reste un carburant très intéressant quand il sera green lui-même, hein, parce que pour avoir un débat sur l'hydrogène, pour le moment, c'est pas très propre l'hydrogène. Il faut pouvoir le produire de l'hydrogène vert, mais le jour où on aura l'hydrogène vert, ça pourra permettre de décarboner en masse, sachant que là, pour le moment, on privilégie plutôt les SAF. C'est très silencieux, comme on le disait. Le chiffre que vous pouvez garder en tête, c'est que
c'est fait pour faire voler des avions électriques. Donc, un turbogénérateur, ça pèse 85 kilos. Vous lui ajoutez 50 kilos de biocarburant, ça vous fait un package qui pèse à peu près 115 kilos. Et ces 115 kilos vont remplacer plus d'une tonne des meilleures batteries du marché. Donc, ça vous laisse imaginer, en gros, un multicoptère, enfin, un multirotor, pardon, un taxi volant qui va voler, ou un eVTOL, comme on dit, qui va voler à 6 à 10 minutes sur batterie pure. On va pouvoir le faire voler 2 heures, plus de 2 heures, avec notre turbogénérateur en utilisant une architecture hybride. Voilà, c'est facile à intégrer parce que c'est un package complet qu'on vend à nos clients et ça permet de recharger les batteries en vol. Donc le turbogénérateur, il a à peu près la même morphologie que le turbopropulseur, à ceci près qu'on a la génératrice électrique devant. Donc il fait 85 kW de puissance électrique continue à la sortie de l'inverteur. Donc faut savoir que ce type de générateur va sortir du triphasé à très haute fréquence. Donc on va avoir besoin d'une électronique de puissance active pour venir transformer ce triphasé en courant continu pour pouvoir l'interfacer avec le bus courant continu de puissance des aéronefs. Voilà, donc le turbogénérateur pèse 64 kg nu, 85 kg complet, et il est contrôlé par un FADEC. Le FADEC va contrôler à la fois la turbine et l'inverteur pour aller lui donner des consignes de constante current ou constante voltage. Et tout ça, c'est contrôlé via un bus CAN 2. Donc c'est le protocole CAN 2, parce que c'est surtout souvent mis dans des aéronefs où il n'y a pas d'humain à bord. Voilà. Donc ça, c'est notre roadmap de décarbonation. En gros, nous, on a tout testé, hein, donc du turbopropulseur à cycle régénératif qu'on va installer sur des aéronefs neufs et d'occasion, le turbogénérateur, l'utilisation du biocarburant et du H2. Tout ça, ça a été testé depuis 2022 chez Turbotech, depuis nos premiers moteurs qui volent. Donc, on a vraiment une chaîne, une décarbonation incrémentale avec nos moteurs qui va couvrir toute l'utilisation de tous les carburants pour les 50 prochaines années. Alors, on a développé aussi, comme je vous disais, hein, toutes nos turbines sont conçus en interne. Donc, on a des outils de dimensionnement et de calcul CFD qui sont assez poussés, hein. C'est des codes de calcul internes. On a aussi le pack ANSYS pour faire du calcul stationnaire. Enfin, voilà. Bref, tous les raffinements, on est vraiment un mini bureau d'études de Safran, hein. Donc, tous les raffinements que vous avez trouvés dans les calculs de grosses sociétés, ben, nous, on les a, mais à plus petite échelle. On a développé aussi des compétences assez poussées en combustion d'hydrogène, donc via ce projet qui s'appelait Beauty Fuel, donc qui était un consortium financé par le Corac, la DGAC Corac, dont Turbotech était à la tête avec Elixir Aircraft, et il y avait Daher, Air Liquide et Safran dedans. Donc nous, on a fait tourner un turbopropulseur Turbotech modifié à l'hydrogène, donc on a conçu des injecteurs que vous voyez là. euh, pour faire la combustion de l'hydrogène gazeux, sachant que le conditionnement, c'était de l'hydrogène cryogénique qu'on conditionnait. On a fait tourner tout ça au sol et le but, c'est de l'installer maintenant dans un avion Elexir, d'ailleurs qui est présent au Bourget, là il est arrivé hier, qui portera donc une turbine à hydrogène potentiellement dans les futurs développements de la phase 2 de ce projet. Voilà, alors donc du coup, pour ce qui est de notre plan de développement, donc eh bien, les turbines sont développées depuis 2018. On a fait toute la campagne d'essai en vol, on va la terminer là en septembre de cette année. Donc voilà, ça a couru et là on est vraiment sur la fin des essais en vol. Et l'entrée en service va être en 2025 pour le turbopropulseur. Voilà, là on a vraiment fait quasiment une entrée en service en début d'année, hein, puisqu'on a les premiers aéronefs qui ont été livrés, enfin les premiers moteurs livrés de série livrés aux clients. Ils sont en train d'être testés par les fabricants d'avions et ils vont être livrés à des premiers clients à la fin de l'été 2025. Et donc le turbogénérateur, lui, s'est un petit peu décalé. Donc nous, on sera en TRL 9 sur le turbopropulseur. Et là, on est TRL 8 sur le turbogénérateur. On a livré les premières unités, une vingtaine à pas mal de clients, à une quinzaine de clients. Et donc, c'est très variable, hein. Ça va du dirigeable au VTOL en passant par des avions hybrides. Et là, tout ça, c'est en train de faire des premiers tests en vol très préliminaires et ça rentrera en service un petit peu plus tard. Voilà. Donc d'ailleurs, on n'a pas parlé du modèle économique de la turbine, hein, mais nos moteurs, donc ils sont entièrement conçus chez Turbotech. On a un réseau d'une soixantaine de sous-traitants qui travaillent pour nous pour usiner les pièces, pour d'ailleurs
une sorte de petite visite virtuelle juste après. Et puis, nous, les pièces, on les réceptionne. Donc, c'est des grands groupes industriels qui travaillent avec nous, hein. C'est les mêmes usineurs que Safran. On réceptionne les pièces chez Turbotech et ensuite, le montage est effectué chez nous, les essais et la vente aux clients. Donc, nos clients pour le turbopropulseur, c'est des fabricants d'aéronefs légers, certifiés ou non certifiés. Donc, nos clients de lancement, c'est VL3, le JMB VL3. Donc là, c'était le premier avion. Là, il y en a maintenant 5 qui volent avec la turbine. JMB, Aerospool, Go-Getter, Tarragone. On a même des bushplanes américains qui vont bientôt voler avec notre turbine. On a donc l'application hélicoptère. Donc, on a un petit hélicoptère français ici. Un drone belge basé sur le Denali, un hélicoptère drone habité aussi soit l'un soit l'autre américain. Donc voilà, on a pas mal d'expérience aussi en application hélico. Et puis pour le turbogénérateur, ben, comme je vous le disais, ça va de Ascendance, Aura, au Beta Technologies, LTA pour des dirigeables. Donc voilà, on a maintenant même présentation n'a pas été mise à jour, mais on a une quinzaine de clients turbogénérateurs pour 25 unités livrées. Donc voilà. Et donc ça permet de, comme vous l'avez compris, aider les batteries, complémenter et générer le gros de l'énergie à bord. On a aussi des projets de STC, donc nos moteurs, comme je vous dis, on va lancer la certification et on lance surtout aussi des kits pour remotoriser des avions anciens. Donc en gros, on a signé une convention avec la FFA et on a un partenaire qui est Icarius à Gap. Le but étant de développer un STC pour aller remotoriser des DR400, des Cessna, des Piper avec nos turbines et puis aussi livrer en neuf sur les DR400 neufs et des Elixir neufs nos turbines. Voilà, spécifiquement le turbo propulseur. Alors, comme je vous le disais, donc dans la roadmap pour la suite, on est en train de lancer la certification et puis la poursuite du projet qui est quasi terminé H2. On est aussi en train de lancer des moteurs plus puissants, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais en gros, notre prochain vraiment gros jalon, c'est la certification des turbines, l'obtention d'un POA pour pouvoir produire nos moteurs dans un espace certifié chez Turbotech, ici à Toussul-Noble, près de Versailles. Alors notre roadmap de développement, ça y est, hein, on a un moteur qui est capable de concurrencer les Rotax 912, 915, 916, 917. Donc un moteur, en gros une turbine de 140 chevaux pour le turbopropulseur. Le turbogénérateur, personne d'autre ne fait ça. On est à peu près les seuls au monde à faire un turbogénérateur entièrement packagé, sans gearbox, avec un échangeur thermique. Là, on va enchaîner puisqu'on est en train de boucler un nouveau tour de financement très intéressant qui sera certainement annoncé prochainement. On est en train de lancer une famille de moteurs de 250 chevaux et de 300, 400 chevaux pour aller attaquer le marché des aéronefs type Cirrus, Robinson Helicopter aux États-Unis, certifiés, là où on a encore plus de marge à se faire économiquement. Donc, sachant qu'on vend déjà très bien, comme je vous disais, avec le produit 140 chevaux, ce que pour le moment que sur du non certifié, donc des ULM très haut de gamme, et bientôt sur le marché du certifié et du rétrofit. Voilà. En gros, un moteur Turbotech, un turbopropulseur prix public, ça coûte à peu près 105 000 euros. Donc c'est deux fois plus cher qu'un Rotax, mais par contre, on s'y retrouve vite grâce à l'amortissement, moins de maintenance, plus performant, et surtout, on va brûler un carburant qui est deux fois moins cher, ou même du diesel. Donc, toutes les analyses économiques montrent que malgré un prix de vente à l'achat plus cher, économiquement, tous les opérateurs vont s'y retrouver en utilisant une turbine Turbotech. Et donc, ça sera encore plus vrai sur les moteurs plus puissants. Notre ambition, ce sera aussi de développer une turbine de 1000 chevaux plus tard, mais ça, c'est plutôt une ambition à 10 ans, qui pourra concurrencer la turbine de Pratt& Whitney, la PT6. Donc voilà pour la présentation globale de Turbotech. Ce qui peut être assez didactique et intéressant pour vous, je vais arrêter le partage, c'est de faire une sorte de petite visite virtuelle de la société. Donc, je ne sais pas si vous voyez toujours bien Si, on l'écran. voit toujours. C'est bon. Voilà, donc je vais vous faire le petit tour. Alors bon, on va commencer dans l'ordre, hein. Donc chez Turbo, donc les bureaux seront un peu vides parce que il est déjà un peu tard. Donc là, on a un bureau d'études et une section industrielle qui va gérer l'ensemble des développements. Donc c'est des bureaux. On a un département qui va gérer tous nos sous-traitants, donc la gestion industrielle. On a aussi des ingénieurs qui vont travailler sur le design des pièces avec de la CFD. On a aussi des ordinateurs assez puissants qui font tourner des calculs.
la moto. Directeur technique et Corentin qui travaille sur l'édition de plans. Donc voilà, on fait du calcul de chambre de combustion, par exemple, en ce moment. Voilà, ou de la mise en plan hein, de moteurs. Donc voilà, donc là, on a une petite équipe d'ingénieurs d'une dizaine de personnes qui va développer les moteurs. Donc on est dans un bâtiment de 1000 mètres carrés basé à Touches-Noble. Donc ici, on va avoir l'espace de stockage des bancs d'essai. Donc, on a des turbopropulseurs qui sont prêts à être livrés à des clients. Donc là, c'est des moteurs clients ou de développement d'ailleurs, qui sont sur leur banc d'essai mobile, parce qu'on a une zone d'essai qui est au nord des pistes de Toussus. Voilà. Et puis là, on a un turbopropulseur donc, qui est en cours de test et qui va être livré chez un client, qui va être livré chez un client très prochainement. Donc voilà, on retrouve tous les éléments. Là, vous le voyez vraiment, une installation telle que vous pourriez la retrouver sur un avion. Donc voilà, on a le moteur, sa boîte d'engrenage, tous les équipements qui sont installés dessus. On a même le bâtimoteur là qui est installé. Et là, on a vraiment les pompes, le FADEC, le contrôleur d'hélice. Voilà, tout ce qui permet de faire tourner ces moteurs sur un aéronef. Donc là, il y a 3 de nos 5 bancs d'essai qui sont ici. On a aussi des moteurs là, qui sont en train de finir de tourner aujourd'hui. Et puis, on a les moteurs, les turbogénérateurs. Donc, à nos clients, on leur vend des turbogénérateurs, mais on vend aussi des bancs d'essai complets qui leur permettent de tester la solution au sol pour ensuite l'intégrer dans leurs aéronefs. Donc là, on a plusieurs turbogénérateurs qui vont être livrés à des clients. Voilà, il y en a 2. On en a livré 2 autres la semaine précédente. Et puis voilà, puis un moteur, quand il est terminé, il est conditionné dans ces caisses de montage et voilà, que l'on expédie à nos clients moyennant un tout petit chèque. Donc voilà, c'est l'armoire que vous voyez. Donc là, c'est les caisses d'expédition qui vont partout autour du monde. Donc toutes ces caisses que vous voyez, même au fond, contiennent des moteurs qui vont être livrés à des clients. Voilà. Et pour finir, donc la société, elle est vraiment structurée comme une société certifiée. Donc on a un ERP qui va permettre d'avoir la traçabilité de l'ensemble des pièces. Donc là, on a un magasin avec l'ensemble de nos pièces qui sont stockées. Et puis ici, on a l'espace de montage dans notre bâtiment, l'espace de montage des turbines. Donc, c'est vraiment un espace, on va dire, euh, très standardisé, avec une très haute propreté. Tous les moteurs sont montés avec des gammes extrêmement suivies. Donc, on a 4 îlots de montage qui nous permettent à terme d'approcher les 200 moteurs produits par an. Donc là, on a des turbines qui sont au stade du montage primaire. Voilà, un turbogénérateur. Là, on a un turbopropulseur terminé qui va passer sur les bancs d'essai pour aller faire ses essais de réception. Voilà, et ici, on a un autre turbopropulseur sur son stand de montage vertical. Là, on a un turbogénérateur à ses toutes premières étapes de montage. On a encore le chariot, on a toutes les pièces ce qu'on appelle le picking. Donc voilà, alors tout est vraiment normé. On est pareil que dans un atelier agréé. Si vous allez chez Safran, ça sera juste plus grand mais ça sera tous les mêmes principes. Tous les outillages de production sont référencés et stockés. Donc voilà, on est vraiment dans un espace optimal pour produire des turbines avec un degré de sérieux et de sécurité au plus haut. Et puis pour finir, on a également un laboratoire de développement mécatronique. Donc c'est là où on va faire tous les développements du FADEC, de toute l'électronique, du software. Donc voilà, le FADEC. Le FADEC de la turbine, il est ici. On est aussi en train de développer un autre FADEC en interne. On est en train d'interfacer nos turbines avec des avioniques Dynon et Garmin en collaboration avec ces sociétés. Nous, on a développé aussi un écran de contrôle qui permet d'avoir tous les paramètres de la turbine. Et donc ici, on développe le software, les hardware électroniques qui permettent de contrôler le moteur. Et tout ça, après, c'est testé aussi sur des bancs d'essai partiels de réception. Donc là, par exemple, ben, les pompes carburant, les pompes à huile, ben, elles sont pas achetées dans le commerce. Ce sont des pompes Turbotech. Donc on a développé nos propres pompes pour l'huile et le carburant. Et ces pompes sont ensuite cyclées et testées sur des bancs partiels qu'on a développés en interne pour des raisons de qualité et de sécurité. Donc voilà pour le petit tour virtuel de la société. Vous savez à peu près tout. Je vais me remettre en salle de réunion et puis vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez. Merci beaucoup, Damien. C'était vraiment extraordinaire, je dirais, cette présentation. Merci.
Bien, donc j'ai regardé s'il y avait des questions. J'ai pas vu de questions qui ont été posées sur la messagerie instantanée. Donc ce que je vous propose à tous, c'est ben, vous levez la main puisque j'ai la liste des participants et puis je vous laisse la parole pour poser des questions à Damien. Voilà, c'est à vous. Pas de questions pour le moment. Damien, vous êtes tous soufflés, je crois. Ah, je vois une main levée, hein. Ah ouais? Bon, nous, on est vraiment impressionnés par en fait ce que tu as fait en si peu de temps. Eh oui, on a essayé d'être rapide. Ah oui, oui, vraiment, félicitations, bravo, hein. Oui, Moi, on a eu merci. l'occasion avec Jean-Pierre Chamblin de venir te voir hein, pour visiter les installations. C'était l'année dernière, en 2024, oui, c'est ça, je crois, ou 2024 ou 2023. Pour information, d'ailleurs, les participants, là, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, mais des informations plutôt plus théoriques, écrites, Damien a participé à la rédaction d'un ouvrage qui s'appelle Au-delà du PPL et qui est édité aux éditions CEPA2S. Donc, il a fait un article, effectivement, dans cet ouvrage. Vous pouvez y trouver des informations complémentaires par rapport à ce qu'il vient de nous présenter. J'ai vu que quelqu'un avait posé une question. Alors, je vais... Voilà. Alors, moi, je suis juste la personne qui a dit c'est exceptionnel parce que je suis tout à fait d'accord avec le commentaire. L'aventure industrielle et créatrice, moi, je la trouve tout à fait admirable. Elle est vraiment de niveau planétaire. Donc, en tant que pilote Merci. privé et ingénieur dans un autre domaine, vraiment, je trouve que c'est tout à fait fantastique ce que vous faites avec toute votre équipe. Merci beaucoup. Et ça nous va droit au cœur. C'est Merci. bien de le dire, c'est bien de le Et dire. oui. Ouais. Ah bah oui, 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 faut le dire, parce qu'il y a tout de même un nombre qui tient même pas sur les doigts d'une main d'expériences comparables là, depuis des décennies tout de même, hein. Ouais, exact. Ouais, ouais. Voilà, donc nous, on est là au club de la Corse, là, en fait, hein. Il y Ah, avait donc Monsieur Fernand qui était passé vous voir dans vos locaux. oui. On est intéressé éventuellement. Et moi, j'avais une question un peu plus personnelle, en fait. Est-ce qu'il est possible de faire marcher vos turbines sur du propulsif, Oui, 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 sur tout de à l'avion fait. Ouais, léger ouais. On propulsif? a plusieurs applications. Donc, il y a des gens régulièrement qui ont des Varies ou des COSI qui nous demandent si c'est possible. Donc, oui, c'est possible. Voilà, Il faut que ça c'est mon rentre cas, en fait, après. hein. Et puis, par contre, on a des drones. On a des drones qui sont pas des COSI ou des Varies qui ont des applications propulsives. Donc, le roulement de la gearbox qui supporte l'hélice est complètement fait. Il faut juste mettre une hélice propulsive. Voilà. Donc, c'est totalement Voilà, il possible. peut travailler en deux sens, en fait, hein. Hum. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Ok, je Pas vous de souci. remercie. Je vous en prie. Bon, bravo, ouais, c'est super. Je ne sais pas comment vous avez réussi à faire tout ce boulot en si peu de temps. Écoutez, on sait même pas nous non plus. On se demande comment on a fait. C'est un boulot de titan, en fait, hein. Mais bon, Ouais, il était merci. temps qu'on s'occupe un peu de l'aviation légère, en fait, au niveau des Oui, oui, motorisations, quand même. on va essayer de redonner un peu de souffle à tout ça. Et Oui, puis, et j'espère bien venir vous ça va voir et que j'aurai relancer. un petit beignet de brooch en arrivant, Vous aurez du et, brooch et et un petit vous aurez même quinquina. voilà, Ouais, ma maman est née J'avais à un rendez-vous, Verrières. on s'est croisé il y a un mois et demi chez vous. Là, j'avais rendez-vous avec Monsieur Roussillon. Ah oui, oui, d'accord, oui, ok. On s'est croisé devant le hangar chez vous l'autre fois. Ouais, c'est vrai, ouais. Et voilà, ouais, mais c'est pour du rétrofit. On est très intéressé pour du rétrofit ici. Ouais, ouais, ben voilà, on est en train de travailler dessus avec Icarius. Ça devrait être prêt. Alors, faut laisser le temps parce que faut ça. Il nous faut 2 ans hein, pour aboutir sur ce projet. Mm. C'est assez ambitieux aussi parce qu'il faut certifier le moteur pour sortir ce STC. Mais j'espère bien qu'effectivement, Mm. d'ici 2 ans, ça sera un beau succès parce que je pense que ça va redonner un vrai souffle à nos DR400 et à tous nos vieux avions avec beaucoup, beaucoup de gains à la clé. Ok. On a une question. Merci beaucoup. Oui, Oui. on avait trois questions là. C'est IG Santin. Alors, je ne sais pas qui est. Voilà. C'est Jacques Bernard donc, qui pose la question. Jacques Bernard, on te laisse la parole, Jacques. Il y a ton Ça micro. bouffe. Oui, alors moi j'avais pris mon micro. Moi j'ai juste levé la main, donc ça n'a rien à voir avec les messages. Je voulais en fait savoir un peu où vous en êtes sur le processus de certification, parce que j'ai entendu une certification en 2025, mais c'est très long de certifier un moteur, et notamment si vous n'avez pas encore le DOA, je ne sais pas trop quel est votre plan de marche pour arriver à la Oui, oui, certification. alors je ne crois pas avoir dit qu'on serait certifié en 2025. On a D'accord, commencé il y a 2 mois la d'accord. certification. Donc quel est notre plan? Pour la première fois au monde, l'EASA a vu débarquer une société
Et donc, on a eu la chance d'avoir Monsieur Guilhermet qui a pris le dossier en main, donc c'est le grand patron de l'EASA. Donc, on s'est vu à Friedrichshafen. On discute depuis un an avec l'EASA, hein. Et toute la question, c'est, pour certifier un moteur, il faut faire, vous le savez peut-être, une CSE, une CS Engine. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, dans la CSE, il y a la sous-partie turbine qui fait 200 pages et qui renvoie à 1000 autres pages. Et puis, il y a la partie piston qui est beaucoup plus légère, on va dire, Il est plus abordable. plus qu'adaptée à l'aviation légère. Et donc, pourquoi? Parce que les gens, depuis 50 ans, alors, les ASA n'existent pas depuis 50 ans, mais depuis le temps que les ASA existent, donc on va dire une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, je sais plus quand est-ce que ça a été créé, les gens qui viennent parler turbine avec les ASA, c'est qui? C'est General Electric, Safran, Rolls-Royce, Pratt& Whitney. Et jamais une petite structure comme Turbotech est venue parler turbine voilà. Donc la réglementation n'est pas adaptée à la certification d'une petite turbine pour l'aviation légère. Il existe tous les textes pour faire un CFM, un G90, voilà. Mais pour la première fois, l'EASA a dit, ah oui, il y a une société qui vient pour faire des turbines pour des DR400. Comment on va faire? Eh bien, elle était très bienveillante et on est en train de travailler dessus. On va éditer ce qu'on appelle, enfin, on travaille sur ce projet, de faire une special condition, c'est-à-dire de prendre le texte réglementaire et de l'alléger, de l'adapter au cadre de la certification d'une telle turbine. Et le forfait qu'on s'est donné avec les ASA, on se donne 2 ans et demi, c'est ce que je disais, pour réussir. Voilà. D'ailleurs, c'est le contrat qu'on a aussi avec la FFA, parce que faut les licences de pilote et les licences de mécaniciens aussi pour entretenir cette turbine. Donc, pour répondre à votre question, le plan de marche, c'est on vient de se taper dans la main il y a quelques semaines avec les ASA pour lancer le projet d'une special condition pour la première petite turbine destinée à l'aviation légère. Ça tombe bien, le haut management de les ASA suit ça à la culotte, je dirais. Et puis, dans 2 ans et demi, on espère avoir une turbine certifiée avec cette special condition qui pourra être montée donc en neuf ou en rétrofit sur tout aéronef certifié. Ok, très intéressant. Et pour le turbogénérateur, il y a non seulement la CSE à convertir dans cette special condition, mais il y a également la SCE 19 Oui, pour la donc mais partie. le turbogénérateur, pour le moment, notre politique, pour être totalement honnête, c'est que les débouchés commerciaux ne sont pas à la hauteur de N'investissent l'investissement pas d'une ça. certification. Donc pour le moment, on certifie le turbo propre et je suis désolé, je vais dire des gros mots, mais on veut faire une société rentable et qui gagne de l'argent. Donc on s'oriente vers tout touche, 1 euro est 1 euro chez nous. Voilà, moi je suis né à Rodez dans l'Aveyron, donc je ne ferai pas les gros raccourcis sur les Aveyronnais, mais chaque euro compte et le but c'est de mettre les deniers de Turbotech là où c'est intéressant. Donc, moralité sur le turbopropulseur, il y a des débouchés. Le turbogénérateur, on vend ses prototypes. On va continuer à les vendre en non certifiés. Et le jour où il y aura des vrais débouchés intéressants, oui, on les certifiera, mais ça sera encore, comme vous le dites, tout à fait justement, une autre paire de manches, puisque le turbogénérateur, c'est encore un nouveau truc pour lequel les textes n'existent pas tout à fait. On va passer, il y a IG Santin. Alors, je sais pas, j'ai peut-être... voilà, je laisse la parole à IG Santin, identifié comme IG Santin. Mais il faut que, IG Santin, si tu veux poser ta question, il faut que tu ouvres ton micro. Voilà, c'est bon. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, Oui, on on t'entend, t'entend. oui. Oui. Oui, je voulais. En fait, j'avais trois questions, trois points. Alors bon, vous avez répondu peut-être le début de réponse. Pourquoi il n'y a pas d'application APU ciblée pour l'instant? Donc, Alors, très c'est bonne qu'il question. y a pas de clients potentiels Si, si, ou... si, 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 si. C'est une question de cohabitation avec notre investisseur Safran. En gros, on a convenu, on a un accord de collaboration avec le groupe Safran, et donc du coup, nous, on mange tout le marché de l'aviation légère. Ah oui, je comprends, c'est par rapport à Voilà. Mais par contre, Microturbo, ouais. on n'a pas le droit d'aller taquiner les entités du groupe Safran comme Safran Power Unit Donc, avec le avec ce générateur, voilà. Microturbo, quoi, voilà. Ou tout du moins, parce que Safran investit chez nous, ou tout du moins, si on le fait, on le fera ensemble. D'accord, je comprends. Ok. La deuxième question, c'est là, c'est plus au niveau conception. Euh, quelles sont les dispositions de conception qui sont prises en compte pour l'UERF Blade Release? Alors, nous, il y a 3 niveaux de prise en compte de ce typologie qui sont
le mode de défaillance critique en turbine. Premièrement, on a dimensionné nos rouets à l'overspeed 120, plus de 120%. Donc intrinsèquement, le dimensionnement du rouet permet d'aller dans des overspeeds très très importants. Ce premier niveau de sécurité. Deuxième niveau de sécurité, le moteur est contain. Il a donc un anneau de rétention autour du rouet de turbine et du rouet de compresseur en Inconel 625, donc un Inconel mou qui permet d'absorber la puissance et on s'est basé sur les critères EASA, à savoir libération d'un tiers de rouet, ce qui fait la puissance de 2 Colt 45 dans notre cas. Donc on doit être blindé. Donc on a un anneau de rétention, le carter de turbine, un anneau de rétention, les trois carters puisqu'on est en régénératif. Donc le moteur, il est calculé comme étant contain. Et ensuite, on a une sécurité active, deux sécurités actives même. Le FADEC coupe à 106% de N et il y a une intelligence au-dessus du FADEC qu'on appelle les conditionneurs, qui sont des électroniques analogiques. Si le FADEC n'a pas réagi assez vite, les conditionneurs coupent l'arrivée de carburant active avec une vanne de coupure à 100, ça doit être à 108% de N. Donc, l'EASA a D'accord. dit, vous avez très bien travaillé. Et de toute façon, j'imagine que c'était nécessaire pour Oui, pouvoir. Enfin, c'est un cas de défaillance qu'il c'est un faut arriver à couvrir. must-have, c'est un must-have pour l'EASA, ce genre de Et choses. puis après, je voulais savoir, bon, même comme ça, un petit peu un petit calcul comme ça à la louche, c'est pour un 140 chevaux sur 10 ans, 400 heures par an, quel est le coût de possession totale, achat turbine, carburant, maintenance, Alors, approximativement? j'ai pas en tête, mais je sais que moi, je mange le week-end avec mes copains de l'aéroclub, tous les aéroclubs de Saint-Cyr-le-Coll où je vole, où je retrouve les trésoriers de tous les clubs, et on mange ensemble, on discute. Eux, ils ont fait alors j'ai pas les chiffres en tête, je veux pas vous dire de bêtises, parce que je suis un peu fatigué, j'ai une grosse journée en plus, et je veux pas vous dire de chiffres. Ce qu'ils avaient calculé, c'est qu'ils arrivaient à un coût de possession aéronef DR400 équipé d'une turbine, il serait autour de 25% inférieur à un Lycoming au global, à un Lycoming, à un DR400 Lycoming. Voilà. On pourrait faire le calcul, donc il faut prendre l'amortissement, le prix du carburant. C'est très facile à calculer, hein. Vous prenez 100 000 euros d'achat enfin, allez, mettez que le kit soit 200 000 euros pour un kit de rétrofit ou cet ordre de grandeur. Vous pouvez prendre ça, l'amortir sur 3000 heures de TBO, prendre en compte le coût du Jet A1 qui est à 1 euro 60, 50 par rapport aux 3 euros de la 100 LL. Ben voilà, vous faites votre petit calcul Excel et très vite, effectivement, moi quand je l'avais fait, je tombais à peu près sur les mêmes résultats, c'est-à-dire en gros un coût de l'heure de vol réduit de 20, 25% à peu près. Tout ça, ça demandera à être vérifié bien sûr par l'épreuve de la réalité. Mais voilà l'ordre de grandeur que vous pouvez espérer de réduction des coûts de possession d'un aéronef équipé d'une turbine. Mais par contre, ça fait l'hypothèse que, au moins sur le périmètre européen, le coût du kéro n'augmente pas, quoi. Oui, 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 bah, tout à fait. Oui, oui. Parce que bon, enfin, on ne sait pas ce qui peut advenir sur ce point-là dans les 8-10 ans qui viennent, quoi. Voilà. Et le point fort, c'est que vous pourrez mettre du diesel à 1,50 €. Hmm. Merci. Merci beaucoup et bravo. Merci. Oui, bravo, bravo Damien pour tout ça. Il y a une autre question là c'est Moretti. Donc je sais pas, c'est Romain Moretti. Je te laisse la parole. Il est là, Romain Moretti? Romain Moretti? Ton micro, il est fermé. Alors, il posait une question, Romain Moretti, si c'est Romain. Il est évoqué une architecture relevant d'une turbine liée par rapport au phénomène de pompage que l'on rencontre avec des compresseurs. Comment votre solution limite-t-elle le phénomène qui peut survenir? Je crois que tu as en partie répondu, mais bon, vas-y. Oui, oui, bah, les axes pour limiter le pompage, c'est déjà la conception du compresseur. Donc nous, quand on fait les analyses CFD, on se prend 30% de marge au pompage et pareil, enfin, et il y a la shockline de l'autre côté. Et on a le correcteur d'accélération du FADEC et puis on a surtout une vanne de décharge qui permet de blider l'air du compresseur et ça, c'est imparable, impossible de pomper. Mais déjà, on avait un compresseur qui était très robuste à la marge au pompage by design sur sa ligne de fonctionnement, qui ne migre pas vers la ligne de pompage. Ok, merci Damien, tu as répondu à la question, hein.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, oui, j'ai une question, plus d'ordre réglementaire, donc c'est Tu Marcel qui peux, parle. tu peux tu peux te présenter, s'il te plaît, merci. Marcel, du coup, bah, pilote PPL en aéroclub, sur l'e-coming principalement, du coup, pour le moment. Question d'ordre réglementaire, est-ce qu'on pourrait piloter un avion, du coup, équipé de la Turbotech avec une SEP ou il faudrait forcément passer une SET? Oui, ben c'est c'est une très bonne question. C'est la petite précision que je faisais tout à l'heure quand je parlais dont on certifie, mais le mandat qu'on a avec la FFA, c'est de travailler ensemble comme il a été fait sur le pipistrel. Vous pilotez un pipistrel Alpha Electro avec une SEP. Alors ça tombe bien, on en a beaucoup parlé avec les ASA. L'objectif, c'est de faire une variante SEP, je vous donne la réponse directement, pour pouvoir piloter la turbine Turbotech et donc pas avoir à faire de SET. Exactement comme il s'est fait sur la... Alors, SEP voulait dire piston, ça a changé, maintenant ça veut dire Single Engine Pilot. C'est très bien que les ASA aient fait ça. Et donc, le but, c'est de faire une variante SEP pour piloter une Simple Turbine Turbotech. Donc, c'est tout le travail qu'on fait avec les... le même point se pose pour les mécaniciens. C'est un package complet qu'on fait avec la FFA. Certification du moteur, ça c'est du Turbotech, mais la FFA nous accompagne avec les ASA pour travailler sur les licences de pilote, variante SEP, et puis les licences de mécaniciens pour que tous les mécaniciens d'aéroclub qui ont une Part 66 B3 puissent entretenir la turbine sans passer une B1B. D'accord, eh ben, merci beaucoup et Voilà. félicitations pour votre travail. Merci. Une autre question? Vous levez la main, s'il vous plaît. David aurait-il une question? David Gazlo. Vas-y, David. Bonsoir. Non, non, pas de question. Question? Bon, Bravo. ouais, je crois Merci, on David. peut tous dire bravo, ouais. Ouais. Bon, bah, écoutez, Damien nous a dit qu'il était fatigué, hein, qu'il avait une Oui. journée. Grosse Donc, journée depuis 7 heures ce matin. Donc. oui. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, eh bien, c'est de clore la conférence de ce soir, en remerciant fortement Damien Fauvet, et le félicitant, et puis également ses collaborateurs, hein, parce que, Tout bien à sûr, fait. Sans eux, rien ne serait possible. exactement, ça se fait pas tout seul. Donc, cette conférence clôt les conférences du premier semestre 2025. Et encore un très très grand bravo à toute l'équipe Turbotech, à tout ce que vous faites en ce moment, ce que vous vous apprêtez à faire également. Et à très bientôt. Voilà. Merci à tous. Merci pour vos encouragements. Bonne soirée. Au revoir.